Alors, juste explique-nous un peu ce que c'est Faber Novel pour qu'on Alors comprenne. Faber Novel, c'est une agence d'innovation numérique. Donc notre métier, c'est de concevoir, d'imaginer et de produire des nouvelles expériences, qu'elles soient numériques ou physiques. Typiquement, c'est nous qui avons lancé la première application de la RATP en 2007. Maintenant, on continue toujours à faire du développement d'appli, mais on ne fait pas que ça. On est de plus en plus positionné sur les objets connectés. Donc Carlos Moreno l'a dit, le numérique c'est le quotidien, et ce qui est en train de se passer avec le numérique, c'est qu'on est en train de, entre guillemets, le rematérialiser. Vous avez sans doute entendu parler des objets connectés, 20 milliards d'objets connectés d'ici 10 ans, on en aura tous. On en a déjà un petit peu tous avec nos smartphones. Donc voilà, c'est ça notre métier, concevoir et produire de nouvelles expériences. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Thomas, comme je vous le disais, va nous parler de l'impression 3D. L'impression 3D, je sais que j'utilise ce mot beaucoup, mais est une révolution presque sans précédent dans l'âge industriel dans lequel on est, puisque bientôt, l'industrialisation, on l'aura dans son salon ou dans un... Moi, ça me fait marrer, je vois encore des internets cafés de temps en temps, c'est un truc complètement daté, ou des vidéoclubs. Mais ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura bientôt notre petite imprimante de quartier 3D, on ira refaire sa télécommande, se faire une chaussure, se faire imprimer le truc qu'on a commandé en ligne il y a 10 minutes plus tard, et puis bientôt, on l'aura directement chez soi. Donc plus besoin d'industriel, plus besoin de chaînes de fabrication, de production. Donc voilà, Thomas va nous parler de tout ça. À toi. Donc ouais, en plus, vous avez envoyé le bon mot de révolution. On va le voir, la révolution numérique, c'est un petit peu le sujet de toute cette présentation. En fait, déjà, je vais commencer par les basiques. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'impression 3D, mais à la base, c'est quelque chose qui a été poussé par des penseurs. Donc vous connaissez sans doute Arthur C. Clarke, écrivain de 2001 Odyssée de l'espace, qui, dans un de ses livres, dans les années 60, disait que dans les années 2000, on aurait des machines à fabriquer des produits comme on imprime des livres. C'est un petit peu le cas. Il a été assez visionnaire, comme dans 2001 Odyssée de l'espace, où il avait prévu la visioconférence, le Skype. Là, typiquement, l'impression 3D, il y a 52 ans, c'était déjà dans sa tête. Ensuite, Hergé a fait un petit peu la même chose avec Tintin. Alors je ne sais plus quel numéro c'est de Tintin, mais c'est le professeur Tournesol évidemment qui avait inventé une machine où il pouvait répliquer des objets, et Rastapopoulos voulait lui voler sa machine pour copier les œuvres d'art et évidemment se faire une fortune. Et un peu plus terre à terre, bien plus concret, Chuck Hull, vous le connaissez sans doute moins, qui était un ingénieur américain qui a déposé en 82 donc, le premier brevet sur l'impression 3D. Donc on a vraiment eu une concrétisation en une vingtaine d'années, depuis la première pensée jusqu'à quelque chose de réel, un procédé numérique, technique existant. Juste, globalement, comment ça marche ? L'impression 3D, vous fabriquez un modèle en 3 dimensions sur un logiciel de CAO. Vous l'envoyez vers une imprimante. Alors cette imprimante, c'est ni plus ni moins que la même chose qu'une imprimante papier, sauf qu'au lieu de sortir de l'encre, elle sort du plastique en fusion. Et elle vient le poser successivement sur des couches qui montent de plus en plus. Et donc on a une pièce en relief qui est constituée donc de plastique. Et voilà, après, là, donc on a un modèle d'une clé en 3D qui a été imprimée. Juste une petite chronologie de voir comment ça s'est passé. Donc depuis les années 80, où il y a eu le premier brevet, donc certains industriels se sont accaparés de la technologie, et jusqu'à dans les années 2000, ça a été assez mou. Il y a eu très peu d'usage, très peu d'utilisation, un petit peu dans le prototypage dans l'industrie, mais c'était vraiment confidentiel et pas du tout public, pas du tout grand public. Et puis à partir des années 2000, donc révolution Internet, vous le verrez, on va rentrer un peu plus dans le détail après, on a vraiment eu une explosion de tout ce qui pouvait se faire avec l'impression 3D. Typiquement, la RepRap, si vous avez peut-être un nom à garder sur l'impression 3D, c'est la RepRap. C'est une imprimante 3D open source, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur Internet, télécharger les plans de cette imprimante-là, et en fait, pour la fabriquer en entier, l'imprimante, vous achetez un kit de départ, et pour la faire évoluer, vous imprimez ses propres pièces. C'est-à-dire qu'elle est évolutive elle-même. Elle est de meilleure en meilleure à chaque fois.
Et puis ensuite, on a eu d'autres procédés. Donc il y a eu des étapes assez fortes. En 2008, le premier homme qui marchait avec une prothèse 100% imprimée en 3D. C'est-à-dire que même les articulations jusqu'au genou, c'était tout fait dans un plastique articulé imprimé en 3D. Et puis ensuite, des choses qui nous touchent un petit peu plus, forcément. La première voiture open source imprimée en 3D. Donc une fois de plus, on télécharge les plans sur Internet et on peut se l'imprimer chez soi si on a une imprimante 3D, mais j'y crois pas trop. Par contre, dans un atelier de fabrication local, on y reviendra après. Et puis des usages plus choquants. Typiquement, une mâchoire imprimée en 3D, c'est assez utilisé maintenant dans la santé. C'est-à-dire qu'on vient scanner le visage de la personne avec ce qu'on appelle un scanner 3D. C'est le procédé inverse de l'impression 3D. On reconnaît toute la forme du visage, et si par exemple il y a un accident, une personne qui a été déformée, on est capable de lui reproduire sa mâchoire quasiment à l'identique de la première. Et puis évidemment, c'est avec du plastique biocompatible. Et puis en 2013, vous en avez sans doute entendu parler, des petits rigolos qui s'amusaient à imprimer des pistolets en 3D. Directement suite à ça, les États-Unis ont demandé le retrait des modèles CAO disponibles sur Internet. Donc voilà, il y a une espèce de cyberguerre qui peut se lancer et qui peut surtout devenir complètement physique. Et si on essaye de se projeter un petit peu, c'est assez difficile d'avoir des chiffres sur l'impression 3D parce qu'il y a plein d'industries qui sont touchées, plein de personnes différentes. Il y a McKinsey, donc un cabinet d'analyse qui prédit que l'impression 3D pourra générer jusqu'à 550 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025. C'est 1/5 du PIB de la France, donc c'est assez fort. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on fait avec l'impression 3D et surtout ce qu'on fera demain. Donc comme vous le voyez là, le plastique, c'est 98% de ce qu'on produit en impression 3D. Donc c'est assez limité parce que si vous regardez tous les objets que vous avez avec vous, la plupart ne sont pas vraiment en plastique. Donc les métaux, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer et les autres matières, vous allez le voir, vous serez peut-être un petit peu surpris de ce qu'on peut faire avec l'impression 3D. Donc je dis pas que le plastique c'est pas intéressant. Par exemple, voilà un projet d'un labo de recherche anglais qui veut faire des plâtres imprimés en 3D. Donc je vous le disais. Vous avez votre bras, vous voulez le casser, vous allez à l'hôpital, on vous fait un scanner, une radio plutôt, et on calcule automatiquement avec un logiciel le plâtre le plus adapté à votre morphologie, et puis on l'imprime. Les avantages de ça, c'est que c'est hygiénique, c'est nettoyable à l'eau, c'est à la demande parfaitement sur la forme du poignet de la personne, et en plus vous pouvez même avoir un bronzage assez sympa. Sujet avec les métaux, donc c'est assez marginal. Aujourd'hui, on n'a toujours pas vraiment d'imprimante grand public pour les métaux, mais ça, c'est un pistolet, 100% de ces pièces ont été imprimées en 3D. Les plans sont open source, vous pouvez les trouver sur n'importe quel site plus ou moins légal Internet, et vous allez dans un atelier qui dispose d'une imprimante 3D à métal, vous pouvez fabriquer ça. C'est un pistolet qui marche, avec un chargeur dedans, il est fonctionnel, vous pouvez tout faire comme un vrai pistolet, sauf qu'il n'a pas de numéro de série, il n'est pas déclaré, il appartient à personne en théorie. Et des projets un petit peu plus proches de la ville, vu que c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Ça, c'était un projet de Néerlandais qui ont monté, donc vous voyez, c'est un petit peu un robot comme on voit dans l'industrie automobile, et ils ont monté une buse d'impression 3D pour le métal au bout. Et leur but, c'est d'imprimer d'ici la fin de l'année 2015 un pont qui passe au-dessus des canaux à Amsterdam avec cette machine-là. Ben là, une fois de plus, en fait, la machine va avancer sur le pont qu'elle construit elle-même pour pouvoir être en lévitation au-dessus du canal. Donc c'est des choses concrètes, c'est vraiment en train de se développer. Je pense que dans une dizaine d'années, ce seront des technologies qui seront vraiment très au point, utilisables par un petit peu tous. Aujourd'hui, ça reste encore marginal. Vous avez peut-être vu aussi en Chine des projets pour imprimer des maisons en 3D.
Donc c'est exactement le même principe que l'imprimante 3D classique. On a son matériau, donc là qui est au bout dans une cuve. C'est ni plus ni moins que comme une toupie dans laquelle on a du ciment. Et puis sauf que c'est une très très grande imprimante 3D qui vient imprimer les murs. Et donc voilà ce qu'elle dépose. Elle dépose du ciment. Bon, il n'est pas en fusion, on n'a pas besoin de le faire chauffer pour que ça s'assemble comme le plastique ou le métal. Mais on peut construire donc des murs de maison. Donc l'intérêt de tout ça, c'est vraiment d'avoir des formes hyper complexes ou d'aller beaucoup plus rapidement. Typiquement, cette maison, enfin c'est même plutôt une grande maison, elle a été imprimée en 48 heures. Donc, et surtout, elle demande l'opération d'un seul homme. Il n'y a pas besoin de 15 maçons pour monter la maison. Donc là, c'est vraiment gain de temps, gain de main d'œuvre, et puis des formes complexes, hyper précises. Le verre, le MIT travaille sur des projets pour faire de l'impression en 3D de verre. Aujourd'hui, c'est pas du tout industrialisable, c'est vraiment quelque chose qui est à l'état de la recherche. Mais on peut imaginer que dans une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on pourra imprimer ces verres de lunettes à la demande et sur mesure. La nourriture. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est pour imprimer des formes un petit peu complexes. Donc là, on a imprimé de la pâte en 3D et puis ça fait des formes un peu bizarroïdes. Ou là, ici, du chocolat. Il y a plein de chocolatiers belges qui font des sculptures avec du chocolat maintenant. Il y a une imprimante à pizza aussi, j'ai vu. Il y a une imprimante à pizza qui avait été subventionnée par la NASA d'ailleurs, qui a été subventionnée par la NASA. Des médicaments imprimés en 3D, donc ça c'est le Spritam, il me semble. C'est un médicament pour contre le diabète, non l'épilepsie pardon. Et en fait tout l'intérêt ici, c'est que on crée des doses parfaitement sur mesure pour les médicaments. Si vous y réfléchissez, en fait, on a tous une morphologie différente, on a tous un corps différent. Et ben, l'intérêt de l'impression 3D, c'est que vous rentrez vos paramètres biologiques, votre poids, votre taille, la taille de votre cœur, la taille de je ne sais quel organe qui a besoin d'être soigné. Et bien là, vous pouvez le concevoir, le fabriquer spécialement pour vous. Et puis, pour aller encore plus loin, les tissus biologiques. Donc ça, c'est une oreille qui est en train de pousser. Donc pour les gens qui ont eu un accident par exemple, donc là c'était une personne qui avait plus d'oreille. Qu'est-ce qu'on fait? On imprime en 3D un cartilage avec un plastique biocompatible. On prélève des cellules sur la personne qui est malade et on vient déposer ces cellules sur le cartilage qu'on a imprimé. Ces cellules, elles vont pousser jusqu'à atteindre leur maturité et ensuite cette oreille qui aura poussé, on pourra la regreffer sur la personne. Et comme c'est des tissus biocompatibles, il n'y aura pas de problème de rejet, il n'y aura pas de problème de non-compatibilité avec la personne. C'est pas encore pour aujourd'hui, c'est vraiment à l'état de recherche. Ils font ça sur des souris ou des animaux. Mais je suis à peu près persuadé que dans quelques années, on pourra voir les premières greffes réussies là-dessus. Mais pourquoi on parle tous de cette impression 3D alors que c'est quand même arrivé il y a une trentaine d'années? Vous l'avez dit, révolution numérique. Si on fait un petit état de l'art des révolutions industrielles, on a eu à la fin du 18e, début 19e, l'arrivée de la machine à vapeur, qui a permis de se mécaniser, et donc le chemin de fer, l'industrialisation. Début 20e, il y a eu l'arrivée de l'électricité, donc qui nous a tous connectés les uns les autres par des moyens de transport ou par des moyens de télécommunication. Et la troisième révolution industrielle, qui est en train de se dérouler, qui a commencé depuis une quinzaine d'années, qui est celle qu'on va appeler la révolution Internet. Et celle-là, en fait, elle nous connecte, pas de manière physique, mais de manière numérique. Et à l'heure où on envoie produire à peu près toutes nos voitures à des centaines de milliers de kilomètres, des dizaines de milliers de kilomètres d'ici, on a des problématiques écologiques, donc on a des problématiques de relocalisation de la production. Et l'imprimante 3D, c'est vraiment le symbole fort de la relocalisation de la fabrication. Je ne sais pas si vous connaissez Jeremy Rifkin, qui est le maître à penser de cette troisième révolution industrielle. Donc lui, il dit que voilà, l'impression 3D va devenir le nouveau moyen de fabriquer des produits localement. Je
vous invite à lire son bouquin. Alors c'est critiquable d'un point de vue d'où vient la matière première, parce que bon, le plastique, il faut quand même toujours le fabriquer, le métal pareil. Mais c'est un point de vue assez fort. Le deuxième pilier qui fait que l'impression 3D est vraiment en train de se développer chez nous, c'est ce qu'on appelle le mouvement des makers. Alors, le mouvement des makers, c'est un petit peu le nouveau nom pour le do-it-yourself. Le do-it-yourself, c'est tout le monde fabrique chacun les choses dont il a besoin. Et pourquoi ça a évolué? Pourquoi ça a pu pousser? Grâce à Internet, grâce à la force des communautés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez imprimer, je sais pas, vous voulez remplacer le rétroviseur de votre voiture qui est cassé. Avant, il fallait aller chez le garagiste. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur une bibliothèque en ligne de pièces 3D, typiquement un Spotify pour l'imprimante 3D. Vous choisissez votre modèle, vous faites print, vous avez un modèle réimprimé, réparé. Et ce qui a aussi permis de développer tout ça, c'est une technologie de plus en plus développée. On a maintenant des smartphones, des ordinateurs, des téléphones qui sont hyper puissants. À titre d'info, la technologie qui était embarquée dans Apollo 11 pour Allunir, elle n'était pas plus puissante que celle d'un Nokia 3310. Donc voilà les capacités qu'on a aujourd'hui avec tout ce qu'on a en main. Et puis, vous avez sans doute entendu parler de crowdfunding, d'open source. On partage tout. C'est aussi la force des communautés. Il y a un des grands penseurs autour de ça, c'est Chris Anderson, qui est ancien rédacteur en chef de Wired Magazine et qui est un petit peu le père des makers, qui dit notamment que l'impression 3D sera encore plus grande que Internet. Et tout ça, cette troisième révolution industrielle, ce mouvement des makers, on peut le localiser dans ce qu'on appelle des Fab Labs, des laboratoires de fabrication à l'échelle locale, qui poussent petit à petit dans nos villes, pas que dans nos villes, aussi en milieu rural. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a des Fab Labs à Paris comme ici Montreuil ou l'usine. Il y a même un industriel français qui est en train d'en monter à Ivry-sur-Seine. Qu'est-ce qu'on fait dans ces Fab Labs ? Dans ces Fab Labs, on retrouve des imprimantes 3D, des machines à bois, des machines-outils, des ordinateurs. Et en fait, on peut, qu'on soit un particulier ou une entreprise, fabriquer un petit peu tout ce qu'on veut à la demande. On a accès en fait à une usine à l'échelle locale. Donc là, c'est des gens qui travaillent sur de l'électronique, mais il y a aussi de l'imprimante 3D. Alors du coup, est-ce que l'impression 3D, ces Fab Labs, ça va vraiment changer nos vies? Alors, je suis assez partisan du oui. Pour dire que aujourd'hui on a des contraintes écologiques, économiques qui font qu'on ne peut plus continuer à les produire aussi loin que ça. Et surtout, il y a 3 piliers qui font que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir se développer. Donc le numérique, on l'a dit, tout le monde peut échanger, tout échanger de manière gratuite, de manière libre. Et surtout, c'est accessible à tout le monde. On parlait de génération Y. Aujourd'hui, tout le monde sait se servir d'un ordinateur. Demain, tout le monde sera codé. Après-demain, tout le monde pourra imprimer en 3D sa voiture. C'est à la demande, c'est-à-dire que si on veut remplacer des pièces, votre rétroviseur de voiture, il n'y a plus besoin de l'avoir produit, de l'avoir fabriqué en stock et d'avoir gâché de la matière à l'avance. Là, on le produit à la demande quand on veut. Surtout, on le produit où on veut, à côté de chez soi. Et puis, relocaliser, partager en synthèse de tout cela. Qu'est-ce que ça va changer dans l'industrie? Alors, est-ce que l'industrie deviendra une industrie pour soi? Je le pense pour certains produits, mais je reste persuadé que l'industrie a encore de beaux jours à vivre, notamment pour fabriquer un train, fabriquer un avion. C'est pas quelque chose qu'on pourra faire soi-même, mais pour toutes les pièces du quotidien, les petits objets du quotidien, sa brosse à dents, je sais pas, plein d'objets comme cela, on pourra faire ça soi-même de manière locale dans un atelier de fabrication locale. J'ai pas dit chez soi, parce que je pense pas qu'on aura tous une imprimante 3D chez soi. On l'aura sans doute au bout de la rue, ou dans sa ville, ou dans son quartier. Ça marchera aussi pour la santé. Donc là, c'est vraiment pas chez soi, ce sera plutôt à l'hôpital. Et peut-être aussi pour les aliments. On fera peut-être de la nourriture de synthèse. Vous avez peut-être entendu parler d'Anglais qui ont réussi à fabriquer un steak à partir de cellules créées chimiquement. Et puis, pour conclure, je m'arrêterai là-dessus. Pour aller au-delà des villes,
Pour moi, c'est vraiment un très beau projet. C'est la NASA qui a fait un appel à projet pour savoir comment construire l'habitat de demain sur d'autres planètes. Et donc là, on a une start-up toulousaine qui a proposé, en fait, une start-up qui est spécialisée dans l'impression 3D et qui a proposé de fabriquer les logements, les habitations sur Mars à partir des matériaux trouvés localement. Donc de la terre et de l'eau qu'on aura réussi à extraire. Donc là, on a vraiment du numérique parce que ce sont des plans qu'on aura fait sur Terre, qu'on aura envoyé sur Mars, qu'on aura fabriqué localement avec la matière qu'on trouve localement. Voilà, c'est un petit peu pour pousser ce qu'on pourra faire peut-être en 2050. Merci. Alors, ça tombe bien que tu nous parles de Mars parce que je vous recommande tous le film The Martian, le Martien, là, qui va sortir bientôt, et c'est formidable parce que c'est, pour résumer un peu sa pensée, c'est qu'il est seul sur Mars, il a été abandonné par son équipe et il doit essayer de survivre là au-delà des 30 jours de sa base de vie, et il dit que le seul moyen de survivre, ça va être de prendre la science et de survivre grâce à la science. Et je crois que l'impression 3D, c'est encore une fois la science au service de notre société et de nos besoins du quotidien et même de nos besoins exceptionnels. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette nouvelle révolution industrielle qui s'annonce à nous ? Bonjour, j'ai une petite question juste sur la maison 3D que vous avez montrée tout à l'heure. Ouais. Du coup, je pense que tout le monde a un peu la même. Est-ce que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps ? Enfin, est-ce que c'est solide, quoi, globalement Alors, en fait, c'est absolument pas le problème parce que c'est fabriqué donc en ciment, absolument comme les parpaings que vous avez de manière classique. Il faut évidemment respecter un temps de séchage. Et ensuite, alors, donc les ingénieurs sont en train de réinventer leur façon de concevoir des objets. Mais à l'intérieur, je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Bon, la présentation a été coupée, mais en fait, on voyait qu'à l'intérieur des murs, il y a une architecture, c'est solidifié pour que ça tienne. Justement. On voit une diagonale, Voilà. au milieu du parpaing qui est ovale, il y a une diagonale comme ça qui solidifie. Il y a un maillage, on appelle ça un maillage, qui fait que voilà, c'est pas juste un mur de 10 cm posé en plan. Non, il y a vraiment une structure rigide sur laquelle on peut poser un toit et qui sera durable. Et qui permettront aussi des formes que les architectes vont pouvoir développer, parce que des formes complètement Évidemment. organiques qu'on n'a pas forcément avec des parpaings qu'il faut pour faire les courbes et les choses comme ça. Je crois qu'il y avait une question à côté de vous. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question un peu sur le côté un peu copyright ou copie, parce qu'on est dans le mode, effectivement, les bibliothèques, il y a plein de bibliothèques libres où il y a plein d'objets. Et donc, c'est fabuleux, on peut faire plein de choses. On peut imaginer qu'il y a des gens qui vont vendre un objet qu'on imprimera chez soi. Mais à un moment donné, vous parlez effectivement du rétroviseur. Donc, j'ai imprimé un rétroviseur. Donc, je remplace le rétroviseur, mais quelque part, c'est pas moi qui ai fait le design du rétroviseur. Peut-être que l'industriel va me dire, ah, mais non, moi, je vais perdre de l'argent parce que vous imprimez mon rétroviseur. Je vends pas... Comment, enfin, je sais pas si on va pouvoir gérer ça de manière. Ouais, alors c'est une vraie question. Parce que aujourd'hui, on est dans une société, ou plutôt une industrie qui est essentiellement basée sur le brevet. C'est-à-dire que ça fonctionne pour à peu près tout. Et en parallèle de ça, et même plutôt complètement à l'opposé, on a toute la société du web qui est plus basée sur le partage, la gratuité et l'ouverture des ressources. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus, notamment sur la question du copyright ou du brevet numérique, mais c'est pas quelque chose qui a été tranché. Typiquement, c'est une question qui vient à premier abord quand on parle de pistolets imprimés en 3D, parce que là, donc, on est obligé d'avoir des numéros de série, on est obligé d'avoir une traçabilité. Là, on peut pas. Donc, j'ai pas forcément de réponse à cette question-là. Mais c'est un peu la même, pardon d'interrompre, mais c'est un peu la même problématique que nous on a en audiovisuel ou en musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une économie payante et puis il y a le reste qui est piraté. Donc, je pense que de toute manière, avec tout ce qui a lieu tout ce qui est Internet, tout ce qui est brevet, etc., il y aura une version. Vous irez sur votre impression officielle Peugeot et puis après vous irez vers votre impression. Pour acheter le modèle réel. Le modèle, ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples que la brosse à dents qu'on irait acheter en bas de la rue? Parce que là, pour le coup, je vois pas du tout l'intérêt, en fait. Au contraire, c'est peut-être plus simple d'aller à la pharmacie acheter une brosse à dents. Du coup, j'aimerais savoir, en fait, concrètement, parce qu'on le voit avec ces histoires d'impression 3D, à chaque fois, ça fait le coup. Ouais. Vous allez à B&H à New York, il y a un énorme magasin de photos. Vous arrivez, puis alors, ils sont super fiers de leur imprimante 3D et ils font des petites boules en plastique, quoi. Et du coup, je me demande, en fait, vraiment concrètement, comment ça va affecter notre quotidien de manière
positive? Ouais, alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, concrètement, sur le plastique, c'est assez peu pertinent parce que le plastique coûte tellement peu cher et fabriquer une pièce déjà en plastique avec une imprimante 3D, ça vous prendra sans doute plus de temps et plus d'argent d'aller chercher le modèle sur une bibliothèque, d'acheter une imprimante, d'acheter le plastique qui va avec et de faire fondre votre pièce qui au final aura un coût de revient de 15 €, alors que vous l'auriez acheté dans l'industrie, c'était 3 centimes. Par contre, à l'échelle locale et peut-être en milieu rural, là, en dehors des villes, où on n'a pas forcément accès à tous ces grands magasins, toutes ces grandes possibilités d'achat de pièces de rechange. Je sais pas, par exemple, l'automobile est un assez bon exemple de ça. Vous cassez donc un rétroviseur, là typiquement vous pourrez le refaire. C'est une technologie qui est encore très mature. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément très peu mature. C'est pour ça qu'on a très peu de cas d'usage concrets dans la vie réelle. Mais je pense qu'on va se les approprier assez rapidement. Et essentiellement sur les nouveaux matériaux qui vont arriver. Et c'est ça, et puis surtout qu'on est au tout début d'une industrie, donc aujourd'hui on imprime le plastique, on fait les petites boules qui servent à rien effectivement, ou la télécommande, ou le couvercle des batteries pour la télécommande. Ouais. Mais ce qui va se passer dans le futur, c'est qu'on aura des nozzles, des buses, oui, pardon, mais qui vont intégrer plusieurs matières. Donc typiquement l'iPhone, tu te l'imprimeras directement chez toi ou dans le magasin, pas chez toi, mais dans le magasin, qui pourra fondre le verre en même temps que la puce, en même temps que le truc. Alors on n'y est pas encore parce qu'il y a quand même une vraie évolution à faire, mais c'est une vraie réalité de ce qui pourrait nous arriver. Les méthodes d'impression aujourd'hui, c'est avec une buse, mais comme je le disais tout à l'heure en préambule, il y a aussi de l'impression dans des liquides directs où tu peux créer une forme, et des liquides qui pourront être polymorphes. Enfin, c'est quand même, on est dans. Et puis les nanotechnologies vont permettre justement, donc des technologies au niveau moléculaire vont permettre de pouvoir créer des choses en impression qui sont impensables aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme tu le disais, c'est une technologie immature, mais très rapidement, ça va vraiment faire des choses importantes. Et surtout, je crois que c'est l'utilité de cette technologie aussi, c'est que ça évite que les iPhones soient faits en Chine, transbahutés à travers le monde, avec des packaging du plastique supplémentaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, les choses pourront être faites localement et pour réduire le coût de transport, bien sûr, mais aussi réduire l'empreinte écologique des produits qu'on achète. Bon, alors après, il y a quand même des usages concrets qui existent aujourd'hui. J'ai réparé pas mal de pièces de mon vélo grâce à l'imprimante 3D. Et donc là, pour le coup, j'ai eu du temps de reconception pour refabriquer le modèle moi-même parce qu'il n'y avait pas de modèle en ligne. Mais voilà, au bout d'une journée, j'avais réparé quelque chose qui m'aurait coûté peut-être une 50aine d'euros dans le commerce. Moi, je voudrais revenir juste sur le sujet de l'environnement, justement. Au final, c'est important, on doit absolument le prendre en compte et justement pousser un peu et savoir quels seront les vrais effets positifs sur l'environnement, parce qu'au final, on imagine aussi qu'on va épuiser des ressources 10 fois plus vite puisqu'on aura accès à toutes les matières premières. Si on utilise tous chez nous le plastique à cette allure, le ciment et tout en 48 heures, j'arrive pas à comprendre l'impact réel positif qu'il y aura sur l'environnement. Mais c'est pas parce qu'on produit plus vite qu'on produit plus. Ah bon ? Moi, j'imaginais ça. Alors, tout dépend de... Du coup, on va tous pouvoir produire, nous, à notre échelle de citoyens. Mais est-ce qu'on va avoir besoin de produire plus pour nous que ce qu'on achète déjà ? Ah, je sais pas. Non, mais de manière générale, en fait, l'impact environnemental que ça va avoir, donc il y a les transports, est-ce qu'il y aura d'autres impacts ? Alors en fait, tout va dépendre déjà du type de matériaux qu'on va utiliser. Si on reste sur de la matière plastique, évidemment, on ne fait jamais que déplacer la problématique du plastique. Au lieu de la produire ailleurs, on le produit chez nous. Après, il y a aussi l'apparition de nouvelles matières. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur c'est un filament qu'on fait rentrer dans les imprimantes 3D, sur imprimer du filament qui est naturel, typiquement avec des fibres de bois qu'on aurait pu recycler. Ensuite, pour ce qui est de la production, l'intérêt c'est quand même de ne produire que ce dont on a besoin et ne pas avoir à produire en avance, typiquement des pièces de rechange, et de les produire localement, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de les transporter. Excuse-moi, je reprends là-dessus, mais c'est toute l'idée d'éviter les chaînes de production autour du stock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit 10 000 brosses à dents,
on n'en vend que 5000, on se retrouve avec 5000 brosses à dents sur les bras qui ne servent pas à grand-chose, où il faut le mettre en déstockage, juste comme ça. Là, c'est produit par rapport aux besoins des clients, quoi. Donc ça, il y aurait une réduction des productions avec ça, et du gâchis aussi. Ça sous-entend que les marques de brosses à dents vont fermer leurs usines. Non, l'exemple de la brosse à dents n'était pas forcément le. Pas forcément. Je pense que les produits de grande consommation manufacturés et peu chers pourront rester peut-être pour les petites industries, pour les grandes industries. Mais par contre, sur les produits de forme plus complexe, où il y a vraiment un travail de R&D, de conception, alors, je parlais de médicaments ou d'iPhone, peut-être que voilà, on arrivera à reproduire ça beaucoup plus localement, et donc là, il y aura une vraie valeur ajoutée locale. Et les médicaments, c'est un super exemple. Vous voyez que quand vous allez prendre vos médicaments à la pharmacie, ils vous donnent des boîtes entières, vous avez besoin que d'une boîte et demie, et en plus c'est pas le bon dosage pour vous, etc., etc. Déjà aux États-Unis, d'ailleurs, on vous donne juste le nombre de médicaments à l'unité dans les petites fioles jaunes qu'on voit dans les séries américaines, là. Ici en France, on a un vrai problème avec cette industrie pharmaceutique où on continue à donner des boîtes et des boîtes, et chez nous on ouvre les placards, il y a des boîtes de partout, et ça serait typiquement un moyen pour nous doser exactement ce dont on a besoin et pas dépenser les matières et les ressources supplémentaires nécessaires pour créer ces médicaments qui sont ensuite jetés à la poubelle, quoi, et périmés. Bon écoutez, je crois que voilà, hein, il va falloir les manger. Merci beaucoup Thomas d'être venu. Merci.